Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live métier chance avec Théo. Enchanté Théo. Bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être ici. Ravi aussi de t'avoir avec nous. Le but de cet échange, c'est que ce soit interactif. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat et on y répondra. N'hésitez pas non plus à nous dire d'où vous nous écoutez parce que je sais qu'il y a à chaque fois des gens de partout en France et même à l'étranger. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Chance, c'est un bilan de compétences et une communauté d'entraide professionnelle. Donc, en fait, quand vous vous posez des questions sur votre travail et que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui doivent être ajustées, en fait, le parcours Chance vous aide avec un coach en 3 mois à trouver votre alignement. Et dans ce parcours, en fait, il y a 3 grandes phases. Il y a l'introspection qui est vraiment sur vous-même, comprendre vos moteurs, vos valeurs. Et ensuite, il y a l'exploration, qui est une fois que vous savez qui vous êtes et ce qui vous anime, c'est OK, explorons le champ des possibles et voyons quelles sont les voies professionnelles qui pourraient me correspondre. Et en fait, c'est ce qu'on va faire dans tous ces live métiers cette semaine, c'est d'explorer plein de métiers et de champs des possibles. Et donc ici, c'est avec Théo qui va nous raconter son métier de growth marketer pour des entreprises à impact. Donc merci encore beaucoup Théo d'avoir accepté l'invitation et d'avoir donné 30 minutes de ton temps. Et je vois que bonjour Camille, Stéphanie, on a des gens d'un peu partout. Barcelone, Dorothée, t'as de la chance. Est-ce que pour commencer, Théo, tu peux nous raconter un peu qui tu es, comment tu as commencé ta vie pro, quelles ont été un peu tes décisions, tes choix, tes rencontres qui font que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Ok, je vais essayer, ça fait beaucoup de questions d'un coup, mais je vais essayer de te répondre dans l'ordre. Déjà, merci Marine pour l'invitation, c'est super sympa et super agréable pour moi d'être ici et de partager avec vous mon expérience. Pour répondre à Dorothée qui vient de Barcelone, moi je suis à Valence, en Espagne, donc ouais, encore un peu plus de soleil, je dirais, qu'à Barcelone. Trop chouette. Euh, voilà, alors pour commencer, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Peut-être expliquer un peu quel a été mon parcours scolaire dans un premier temps. Expliquer que voilà, j'ai suivi une filière du bac classique, économique et social, et après je me suis dirigé vers des études plus orientées commerce. Voilà, je vais passer les détails, mais j'ai un petit peu voyagé dans le cadre d'Erasmus, et après je suis allé dans l'école de commerce de Montpellier, où j'ai appris euh, le marketing et le commerce au sens large. Et de là, je suis sorti en alternance dans une entreprise du CAC 40 qui s'appelle Capgemini pour faire Ok. du consulting en informatique. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai Ok. commencé ma carrière pro. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais pas à ma place en fait dans ce grand groupe du CAC 40. J'avais l'impression d'être un pion parmi tant d'autres et de suivre en fait une voie linéaire qui était toute tracée. Et ça me plaisait pas du tout en fait comme idée. Voilà. J'allais au boulot un peu la boule au ventre Hmm. en pensant à tout ça. Euh, je n'étais pas super épanoui ni dans ce que je faisais ni avec mes collègues. Et du coup, j'ai commencé voilà, à me poser des questions sur ce que je pouvais faire après. Et de là, donc, j'ai pris un choix qui aujourd'hui est totalement à l'encontre de mes valeurs et de mes convictions. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du dropshipping. Le dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est globalement la, la promotion de produits qui sont généralement pas les siens, qui sont des produits de fabricants qui viennent d'ailleurs, donc plus souvent de Chine, Ok. et la création d'un branding, donc d'une identité de marque pour vendre ces produits sur Internet. Donc voilà, c'est là où j'ai appris le marketing en ligne, c'est là où j'ai appris à créer des sites web, c'est là où j'ai appris à faire de la pub, à utiliser les réseaux sociaux, notamment Instagram. Mais je vendais des produits qui étaient de mauvaise qualité, qui venaient de Chine, à des clients qui pensaient acheter les bons produits, donc voilà, étaient déçus de recevoir ça chez eux. Donc en fait, progressivement, voilà, j'avais une très forte dissonance cognitive entre la personne que Hmm. j'avais envie d'être et ce que je faisais vraiment dans la vie. Donc pour moi, on va dire, là, ça a été la possibilité d'avoir
un tremplin pour autre chose. Ouais. Mais voilà, il fallait que je change vite. Il fallait que je change vite. Et tu as appris des choses aussi qui t'ont été utiles après. Exact. J'ai appris des choses qui aujourd'hui me sont utiles, qui m'ont permis voilà, d'être aussi un peu plus crédible à l'heure d'aller contacter en fait des clients, puisqu'après l'idée c'était de faire du freelancing, donc de travailler pour des clients pour leur permettre de s'améliorer sur leur marketing. Voilà, j'ai commencé par des clients en B2C, donc des clients qui vendaient des produits de e-commerce notamment. Et j'étais toujours dans cette dissonance cognitive en fait en me disant mais, en fait tu vends des produits qui potentiellement sont fabriqués chez nous en France ou en Europe, mais est-ce que les gens ils ont vraiment besoin de ça? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce que tu leur vends quoi? Est-ce qu'ils ont aussi est-ce qu'ils sont conscients aussi du marketing que tu utilises? Le marketing de promotion, le marketing de rareté, plein de techniques en fait qui existent encore aujourd'hui et qui fonctionnent super bien, mais qui flouent un peu les consommateurs ou qui les poussent à l'achat et à la surconsommation. Et donc en fait, au-delà d'apprendre des compétences, j'ai aussi développé mon système de valeurs, on va dire. Et en fait, rapidement, je me suis dit ok, il faut pas que tu continues là-dedans parce que en fait, sinon tu vas être en dissonance cognitive encore longtemps, quoi. Et donc, je me suis tourné progressivement vers des entreprises engagées pour l'humain et pour le climat. Et là, ça fait 2 ans que j'ai créé un collectif qui s'appelle Beyond Growth et qui pousse justement le growth marketing auprès de ces entreprises-là. Voilà, donc on bosse exclusivement avec des entreprises qui sont engagées. Et on essaie aussi d'incarner cet engagement via notre stratégie d'entreprise au sens large et nos actions quotidiennes. Trop chouette. Là, la première question qui me vient, c'est est-ce que tu peux raconter pour ceux qui découvrent de près ou de loin ce qu'est le growth marketing, en quoi consiste ton métier et pour quel type d'entreprise aujourd'hui tu travailles? Tu dis entreprise à impact. Est-ce que tu peux nous dire du coup concrètement des exemples de clients peut-être? Oui, bien sûr. Alors, le growth marketing, il faut savoir que ça a été théorisé dans les années 2010. Ça vient de la Silicon Valley. C'est une personne qui s'appelle Sean Ellis qui a inventé ça, cette notion-là. Mais progressivement, elle s'est vite étendue, on va dire, au sein des startups de la Silicon Valley. L'objectif étant en fait d'utiliser des méthodes non conventionnelles pour développer son projet. Donc il y a des exemples très connus comme Airbnb qui s'est développé dès ses débuts grâce en utilisant en fait une faille sur la plateforme Craigslist. Craigslist c'est l'équivalent du Bon Coin aux États-Unis. Et Airbnb avait capté que en fait en créant des annonces sur Craigslist avec des super photos et un lien qui dirigeait vers la plateforme Airbnb, ils pouvaient comme ça attirer du trafic et du coup voilà, attirer leurs premiers visiteurs et leurs premiers clients sur Airbnb. Et ensuite Craigslist, quand ils ont découvert la faille, ils l'ont bien sûr bloqué, mais c'était déjà trop tard. Airbnb avait déjà profité de ça. Un autre exemple, c'est Hotmail, qui en fait dans tous les mails envoyé par Hotmail, ajouter un PS. Cet email est envoyé par Hotmail, ce qui permet en fait, quand une personne recevait un email d'Hotmail, en fait, elle était intriguée, elle allait s'inscrire sur Hotmail. Donc c'est des choses qui sont, c'est souvent ce qu'on appelle des hacks, donc des astuces qui surfent à la limite du légal. Là, je vois qu'il y a une question de Dorothée là-dessus. Qui surfent sur la limite du légal, c'est des failles souvent qui sont pas vraiment qui sont un peu sur un vide, on va dire, en termes de réglementation, et du coup qui permettent effectivement d'avoir de la croissance rapidement. Donc ce qui est intéressant sur le growth hacking, c'est que généralement c'est peu coûteux par rapport à des campagnes de marketing traditionnelles où on dépense énormément d'argent dans les médias. C'est assez créatif, assez innovant, mais effectivement parfois il y a des limites en termes d'éthique aussi, hein, il faut le dire. Voilà. Et nous, comme Beyond Growth, on se concentre sur une partie de ce qu'on appelle le growth marketing,
parce que c'est vraiment très large comme définition. C'est comme quand on dit on est une entreprise à impact, et du coup on va en parler juste après. Mais c'est galvaudé comme définition aujourd'hui ce qu'on met dans le gross marketing. Du coup, nous on se concentre sur les entreprises qui font du B2B, donc business to business, et on se concentre sur la partie acquisition, donc essayer de leur trouver voilà, plus de prospects, plus de clients concrètement. Tu peux nous donner un exemple de client? Ouais. Alors, il y a différentes typologies de clients. Il y a soit effectivement des startups. Donc là, par exemple, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Plume App et qui fait la promotion de l'écriture créative pour les enfants. Et l'objectif, leur mission, c'est que l'écriture et plus largement l'éducation soit accessible auprès de tous les enfants. Et de rattraper aussi un peu les retards accumulés en éducation sur la lecture et l'écriture. Et du coup, ça, c'est B2B, c'est pas B2C. Ils font du B2C, c'est comme ça qu'ils se sont créés au départ, et ils ont ouvert aussi un département B2B, grâce auquel en fait, ils vont faire la promotion. Par exemple, ils ont travaillé avec la SNCF, ce qui leur a permis de créer des ateliers d'écriture dans les trains pour les enfants. Okay. Ils vendent aussi, ils permettent aussi aux entreprises de parrainer 10 000 coffrets qui vont être offerts à des familles défavorisées, des coffrets d'écriture créative. Voilà. Donc là, c'est plus un engagement sur la partie sociale, je dirais, sociétale. Il y a une question sur le collectif dont tu as parlé tout à l'heure quand tu disais on est un collectif. Ouais. Vous êtes plusieurs freelances à travailler ensemble, c'est ça? En fait, c'est un peu particulier. On a pas mal changé ce modèle, mais on est deux associés sur le modèle. On a travaillé effectivement avec beaucoup de freelances, donc chacun garde son statut. Pas parce qu'ils veulent pas travailler avec nous en contrat, en CDI ou en CDD, mais plutôt parce ils ont à cœur de garder ce statut de freelance et de garder leur indépendance. Donc, dans ce sens-là, on est un collectif. Mais progressivement, on a aussi décidé de ne pas devenir un méga collectif ou une méga agence comme ce qu'on peut voir chez des concurrents, mais plutôt de rester vraiment à taille humaine. Et on travaille aujourd'hui avec 5 ou 6 clients en parallèle. On s'est dit qu'on ne travaillerait pas avec plus de personnes, plus de clients, parce qu'on préfère maîtriser ce qu'on fait, avoir de la qualité dans ce qu'on fait, pas se développer par la quantité, mais plutôt par la qualité du travail qu'on apporte aux gens avec qui on travaille aujourd'hui. Donc voilà, le modèle a un peu changé pour travailler avec moins de freelance et moins de clients. Bon, moi, j'ai plein de questions pour toi, mais n'hésitez pas dans le chat aussi à en poser si vous en avez d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une des questions parmi toutes celles que j'ai, c'est quand tu es passé du salariat à OK, je me lance en freelance. Parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes qui font le parcours chance et qui parfois ont ce désir-là, mais il y a plein de peurs et de croyances limitantes et de freins à oser se lancer. Toi, comment s'est passé le switch? Ça s'est pas passé super facilement, très honnêtement, parce que il y a quand même une période en fait d'adaptation. C'est bien de le dire justement, tu vois. Ouais. Il y a quand même une période d'adaptation. Il faut pas la minimiser. Je dirais qu'en fait, si on veut essayer de justement faire en sorte que le cap se fasse plus facilement, c'est qu'il faut pas hésiter à communiquer. Peut-être même avant de se lancer, en tout cas pendant qu'on lance. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, LinkedIn permet une super plateforme pour partager du contenu en organique. Donc il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour créer des publications et pour aller contacter aussi des personnes qui peuvent nous aider. Et au début, j'avais un peu du mal. Je restais un peu dans mon coin en me disant je vais y arriver tout seul. Et en fait, quand on travaille en freelance, on a un peu tendance à être... déjà, on n'a plus de bureau, on n'a plus de collègues avec qui on travaille. Donc, on est un peu seul chez soi, il faut le dire. Donc, il ne faut pas hésiter à aller parler à d'autres personnes qui ont vécu la même chose que nous. Potentiellement, au début, pour se lancer aussi, aller contacter, dans le cas du marketing, aller contacter des agences qui permettent de se mettre en relation avec ses premiers clients.
Voilà, donc allez taper un peu à toutes les portes et parler Ok. à le plus de monde possible, quoi. Mais si vous pouvez, mettez-vous dans un espace de travail partagé, un coworking ou autre, Mm. rencontrer des gens, mais voilà, ça se fait vraiment dans le partage avec les autres, hein. C'est ça qui permet de mieux passer cette étape-là. Ok. Donc, merci pour les conseils. Donc, en effet, utiliser LinkedIn comme réseau pour se montrer, démarcher des agences, s'entourer parce qu'on peut être vite seul quand on est en freelance. Merci pour tous les conseils. Il y a Dorothée qui demande il y a combien de temps que tu as créé ce collectif et Maëlys demande si tu en vis aujourd'hui. Je l'ai créé en janvier 2022. Il faut savoir que avant Bientôt ça, deux du coup, ans. Bravo. bientôt 2 ans, voilà, bientôt 2 ans. Et il faut savoir qu'avant ça, j'ai fait 4 ans de freelancing, 4 ou 5 ans. Donc, il part sur des bases et sur un réseau qui est quand même construit là-dessus. Et j'en vis, ouais, j'en vis et j'ai la chance d'en vivre et j'ai eu la chance d'en vivre dès le début parce qu'on a été accompagné par un startup studio qui s'appelle Jumanji Studio et qui crée des entreprises engagées, notamment sur les problématiques d'économie circulaire, mais qui du coup voilà, permet de financer aussi ces projets qui se lancent. Aujourd'hui, il y a plein de réseaux d'entrepreneurs qui se lancent, qui permettent justement, quand on a une bonne idée, de bénéficier de conseils, de bénéficier de levée de fonds si besoin, etc. Donc, il faut s'y intéresser aussi. Ok. Il y a une question d'Anne-Laure sur quelle est la panoplie des services que tu vends. Ouais. Est-ce que tu es vraiment juste sur des stratégies de growth, d'aller trouver un peu les failles comme t'expliquais ou est-ce que tu englobes des choses plus larges? Et bon, déjà commençons par cette question. En gros, il faut voir ce qu'on fait comme de la prospection. Globalement, en fait, historiquement, les gens qui faisaient de la prospection, c'est les gens qui faisaient du porte-à-porte et qui allaient, en gros, chez monsieur et madame tout le monde pour aller vendre leurs produits. Aujourd'hui, cette prospection-là, elle n'existe plus, elle a changé. On peut le faire aussi pour des entreprises. Et globalement, elle s'est beaucoup digitalisée. Donc nous, en fait, en gros, hein, pour résumer très schématiquement, on fait du porte-à-porte, mais sur Internet et en choisissant bien nos portes. Voilà. On va pas frapper chez tout le monde, on va essayer de choisir les gens de manière intelligente en fonction de différentes choses, en fonction de qui sont les cibles de nos clients, de la stratégie qu'on a mis en place ensemble, des choses qu'on veut leur raconter, etc. Donc voilà sur quoi on est quoi. Okay. Et en plus de ça, aujourd'hui, en fait, il se trouve que c'est de plus en plus compliqué de faire ça, de faire cette prospection. Donc, en plus de ça, on a aussi une brique contenu où on crée du contenu sur LinkedIn pour nos clients. Et donc, on se sert de ce contenu et des gens qui sont venus interagir, commenter, liker, qui ont visité les profils, etc., pour aller les contacter en leur disant potentiellement vous êtes intéressé par ce qu'on fait, ça vous en discuter un peu plus. Ouais, c'est un exemple de hack. Ce que vient d'expliquer Théo, c'est que sur LinkedIn, les gens qui vont réagir en commentaire dans vos posts sont intéressés par la problématique et donc peuvent être des potentiels prospects. Merci Anatole de partager dans le chat à ma place. Merci beaucoup, ça m'aide. Il y a Dorothée, parce que Anatole partageait du coup la Plume app dont parlait Théo tout à l'heure. Dorothée demande, et c'est une question que j'avais pour toi, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un cas pratique client? Par exemple, comment tu trouves le client déjà? Est-ce que toi, tu es tellement célèbre que ça vient vers toi le business? Il faut que tu ailles quand même le chercher, et si oui, comment? Et du coup, je ne sais pas, par exemple, un hack si tu peux nous les révéler, un exemple pour qu'on voit. Ouais. Déjà, je crée pas mal de contenu sur les différentes stratégies qu'on met en place, etc. Donc, je vous invite vraiment à me suivre sur LinkedIn et à regarder un peu le contenu qu'on fait. On a aussi une newsletter, un Substack avec Beyond Growth où on partage pas mal de contenu intéressant. Je vais partager le profil de Théo dans le chat tout de suite. Super. Quoi d'autre? Plume, c'était un exemple. Tout à l'heure, tu me posais la question sur le type d'entreprise qu'on accompagnait. Je t'ai cité les startups, mais on accompagne aussi des PME, on accompagne aussi des ONG. Donc, on a accompagné, par exemple, Surfrider Foundation, qui, en gros, souhaitait faire
souhaitait avoir le plus de participation possible sur une consultation européenne pour les futurs députés européens qui vont arriver en 2024 et qui vont avoir besoin de bonnes idées sur les thématiques de l'océan. Donc ça, c'est une campagne qu'on a adoré faire parce que ça change un peu des campagnes commerciales qu'on peut avoir. Et du coup, en fait, voilà, l'idée, c'était d'aller chercher les personnes qui étaient expertes sur les thématiques de l'océan sur LinkedIn, donc avec différents mots-clés, avec différents types de posts, etc. Et du coup, de créer une base sur ces personnes-là. Et après, on utilise en fait des outils comme la grosse machine, par exemple, ou l'Emlist, qui permettent d'envoyer des messages en masse, automatisés. Bien sûr, il ne faut pas envoyer n'importe quoi à n'importe qui, ça réfléchit. Il vaut mieux avoir des listes de personnes qui sont assez restreintes, qui sont très bien identifiées, très bien segmentées, ce qui permet de personnaliser un peu ce qu'on va leur dire, plutôt que de vouloir contacter tout le monde et n'importe qui, parce que au final, c'est contre-intuitif. Au lieu de contacter 1000 personnes et de leur dire tout et n'importe quoi, on va en contacter 100, on va leur dire des choses qui les intéressent, et on aura plus de résultats sur cette petite base que versus une grosse. Bref, on l'a fait du coup pour Surfrider Foundation, on a contacté ces experts et on a eu énormément de participation du coup à cette convention. Parce que bien sûr, quand votre démarche n'est pas commerciale, 100% commerciale, mais quel est notre objectif, vous avez forcément plus de succès que si vous essayez de vendre quelque chose. Ouais, trop chouette. Parce que l'idée des lives métiers en coulisses, c'est de vraiment donner un aperçu des métiers et aussi aider à déconstruire les fantasmes positifs comme négatifs qu'on peut avoir. Parce qu'on a tous un peu des images d'Épinal ou à l'inverse des idées reçues. Toi, c'est quoi aujourd'hui ce que tu aimes vraiment? C'est quoi le sens que tu trouves dans ton métier? Et à l'inverse, quelles sont les parties que tu aimes le moins? Sachant évidemment que c'est très subjectif et que la réponse sera peut-être différente des grosses marketeurs. Mais toi, ta réalité, ton sens, c'est ce qui t'anime et à l'inverse, ce qui te porte moins. Tu aimerais déléguer. Déjà, je dirais que ce que j'aime, c'est déjà être à la tête d'un projet et voir un petit peu son développement au fil des mois, au fil des années. Je trouve que c'est super intéressant. Son développement à la fois en termes sur des indicateurs financiers, mais pas seulement, sur aussi des indicateurs de qualité, sur des indicateurs d'impact, etc. Donc ça, j'aime bien. Le fait de pouvoir travailler aussi d'où je veux, quand je veux. Même si ça, bon, faut pas se leurrer non plus. C'est que le quand je veux, enfin, voilà, globalement, quand on est à son compte, si tu travailles pas, t'es pas payé. Voilà. Il faut travailler. On n'a plus les 5 semaines de congés payés avec RTT comme ce qu'on avait avant. On peut les avoir si on veut, mais il faut être bien conscient que pendant cette période-là, on n'est pas rémunéré, quoi. Donc, anticiper ça un maximum. Bien sûr, il y a tout ce qui est les avantages qu'on peut avoir dans une grande entreprise, le comité d'entreprise, les chèques cadeaux, les tickets restaurants, etc. La mutuelle. La mutuelle, tout à fait. Voilà, donc ça, il faut aussi le savoir. Je dirais aussi savoir s'entourer, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on est freelance, on est souvent chez soi, à la maison, seul. Donc certes, c'est bien parce que ça peut nous permettre de s'éloigner un peu des villes, donc du coup d'aller petite maison à la campagne, par exemple, et d'être tranquille. Et donc de sortir la tête du bureau, en fait, on est dans son jardin, c'est génial. Mais il y a aussi l'aspect qui est, j'ai personne à côté de moi, quoi. J'ai pas de collègues, mes collègues, ils sont à distance. Et du coup, voilà, il faut être préparé à ça ou rejoindre des espaces de coworking potentiellement. Ouais. Voilà. Et en termes de rémunération, sans nous dire exactement ton salaire, c'est pas le sujet, mais à quoi on peut prétendre si on s'en sort bien et comment tu as géré, quand tu es passé du salariat au freelance, comment tu as géré l'insécurité, enfin, le fameux frein financier qui est l'insécurité financière? Alors, ça peut être du simple au double. Ouais. Il faut savoir quand on est auto-entrepreneur, on peut aller jusqu'à, je crois, 72 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc on peut les atteindre assez rapidement. On peut même les dépasser une année, mais après il faut qu'on soit en dessous. Par contre, si on veut garder le statut,
Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en marketing, notamment dans mon domaine, qui atteignent ce seuil-là en travaillant. Après après 1 an, après 2 ans. Voilà. Au début, pour moi, ça a été plus compliqué parce que, comme je disais, j'ai fait du dropshipping, donc c'était quelque chose qui rémunérait peu. J'ai eu une période où j'étais au RSA même. Voilà, je pense que c'est la période où, en fait, c'était vraiment, il n'y avait pas grand monde qui faisait du freelancing à l'époque. C'était quand même il y a 6-7 ans. Aujourd'hui, il y a une grosse mode, un gros boom du freelancing. Donc, on va dire qu'il y a plus de conseils, en fait, sur comment bien passer à ça. Mais moi, à l'époque, c'était pas le cas. Donc, j'ai eu une période où j'ai un peu galéré financièrement. Mais au bout d'un an, je dirais, j'étais quand même un peu mieux. Je pense qu'au meilleur de mon activité, je devais être à 6 ou 7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, auquel il faut enlever les charges sociales qui sont de 25% à peu près et les impôts sur le revenu. Mais globalement, comme je le disais, il n'y a pas la même couverture sociale que quand on est salarié, quoi. Donc, s'il faut payer une mutuelle supplémentaire ou autre. Aujourd'hui, je suis autour des 3 000 euros net par mois avec l'entreprise. On n'a pas vocation on s'augmentera certainement un petit peu, mais on n'a pas vocation à énormément s'augmenter. C'est pas notre objectif. Voilà. Et en termes de structure, du coup, tu es passé sur un autre statut qu'auto-entrepreneur? Aujourd'hui, on est en SAS avec Beyond Growth. Voilà, je suis plus auto-entrepreneur. Ok. Et la question sur le fameux mot impact, où tu disais que c'est un peu un mot valise fourre-tout, comment toi, du coup, tu le définis et qu'est-ce qui, pour toi, fait du sens quand tu dis que tu es growth marketer pour des entreprises à impact? Parce qu'effectivement, c'est un mot fourre-tout où beaucoup essayent de rentrer en ce moment. Ouais, c'est des mots fourre-tout comme d'autres, comme éco-responsable, etc. J'ai du mal, moi, à utiliser maintenant le mot impact pour ça, parce que, en fait, on peut avoir un produit qui, sur le papier, fait du bien à la planète, enfin, respecte en tout cas les limites planétaires. Sur le papier, mais d'un autre côté, en fait, il y a plein de choses qu'on ne mesure pas. Il y a des effets rebonds liés à la fabrication de son produit ou à sa vente qu'on ne mesure pas. Il y a l'analyse du cycle de vie qu'on ne mesure pas. Il y a plein de choses qu'on ne mesure pas. Donc, pour l'instant, on fait un choix, quand on choisit nos clients, on fait un choix d'expérience, je dirais, parce qu'on a quand même travaillé maintenant avec plus d'une cinquantaine d'entreprises à impact. Donc, on commence à identifier celles qui le sont et celles qui disent qu'elles le sont, mais ne le sont pas vraiment. Voilà, c'est plus un choix arbitraire, enfin pas vraiment arbitraire, mais plus un choix sur l'expérience qu'on fait. Et je suis en train de théoriser avec d'autres professionnels du marketing, un marketing qui va un peu plus loin que ce qu'on appelle le marketing responsable, qui fait la promotion de la croissance verte et de la croissance responsable, qui n'est pas une solution finalement à nos problèmes, même si on croit le contraire. Ouais. On essaie d'aller un peu plus loin, on essaie de réfléchir un peu plus là-dessus. Donc, voilà, ça fera aussi bouger notre activité dans les mois et les années à venir. Ok, super intéressant. Et tu as d'autres casquettes à côté de ton travail de growth marketer? Professionnel? Ouais, enfin, ou tout ce que tu as envie de partager. J'ai pas d'autres casquettes professionnelles. Comme je disais, j'aimerais bien lancer sur ces notions de marketing plus liées à la décroissance qu'à la croissance. Ouais, bah oui. C'est un peu d'ailleurs en contradiction avec le gross marketing. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu connais bien, donc tu peux prendre parce qu'effectivement, dans croissance verte, le problème, c'est qu'il y a croissance. Exact. Voilà. Donc affaire à suivre là-dessus. Et il y a Léa, pardon, pour peut-être conclure, si tu as des ressources à donner sur le marketing responsable ou des gens à suivre, des livres à lire.
Ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. En fait, encore une fois, je pense qu'au-delà du marketing, il faut vraiment comprendre la différence entre la croissance responsable, la croissance verte, la décroissance. Donc, j'invite vraiment à regarder un petit peu tout ça. Moi, sur le sujet de la décroissance, je regarde un peu ce que fait Timothée Parry en ce moment, on en parle beaucoup. C'est un économiste qui théorise un peu tout ça. Et il a fait des podcasts de marketing sur le marketing de la décroissance. Il y a Fanny Basto aussi de l'Oiseau Vert qui parle beaucoup du marketing de la décroissance aussi, qui doit être une des seules qui en parle pour l'instant. Et après, sur la croissance, sur un nouveau type de marketing, même si c'est pas totalement lié à la décroissance, je dirais il faut regarder un petit peu ce que fait Marketing Flow, Slow Marketing aussi, un podcast dans lequel je suis passé récemment. Et puis regarder ce qu'on fait chez Beyond Growth. Ouais. Ça vous inspirera aussi là-dessus. Ouais. Ça me rappelle un article que je lisais hier sur sur le climat aujourd'hui et sur pourquoi évidemment il est urgent d'agir. Et en fait, j'ai perdu le nom de l'auteur ou du professeur, mais qui disait en fait on est en train de tuer toute la faune. Il y a des millions d'espèces qui disparaissent et du coup en fait de se focaliser sur le climat, c'est comme si en fait tu as un patient qui est mort, mais tu regardes comment tu vas guérir les autres symptômes à côté, mais en fait le système il est global et effectivement quand tu parles croissance verte, ça interroge sur en fait croissance, ça veut dire continuer à produire, à faire consommer, alors que le changement doit être sûrement plus radical. Je propose qu'on termine sur cette note philosophique d'ouverture et merci beaucoup pour toutes les ressources hyper chouettes. Je vois Océane qui dit que c'est intéressant effectivement de regarder ce terme de décroissance, surtout quand on est growth marketer et qu'est-ce que peut être un marketing irresponsable. Est-ce que ça veut dire que c'est un marketing qui n'existe plus? En tout cas, en vrai, même cela, c'est du bilan carbone parce que c'est de la bande passante Internet. Mais éternel sujet, mais qui heureusement est de plus en plus au centre des discussions. C'est pas quelque chose qui me fait peur en tout cas. De savoir que le marketing n'existera plus un jour, je suis pas effrayé par ça. Je suis pas forcément accroché bec et ongles à mon métier. Quoi. Je pense qu'on peut tous changer de métier, se réorienter. Donc c'est là où vous avez chance, vous, un rôle à jouer. Merci pour ça. Non, mais exactement. Toutes tes compétences et tout ce que tu aimes faire dans le growth marketing, je suis sûre que c'est transposable dans quelque chose de différent qui sera sûrement meilleur pour. Et ça vaut pour nous tous. Merci beaucoup, beaucoup, Théo. C'était super chouette et intéressant le changement de prisme versus un métier de growth marketing classique. Donc, trop chouette. Tes exemples concrets aussi. Tu vois, j'avais pas l'exemple de Airbnb avec Craigslist. C'était marrant de savoir qu'à l'époque, ils avaient fait ça. Ouais, il y en a plein d'autres. Hein. Ouais, ça donne envie de regarder un peu c'est quoi la liste des hacks. Parce que c'est vrai que en vrai, c'est drôle parce que c'est malin, quoi. Il y a un côté ludique de trouver le petit trou dans le système dans lequel tu peux aller. Et il y a Tristan qui nous envoie le lien de Beyond Growth. Merci beaucoup pour tous d'avoir fait le community management de ce live. Merci à toi, Théo, et merci à toutes et tous pour votre présence. Merci, Marine. Au plaisir. À bientôt. Au revoir.